Ok, déballons ça. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de l'endométriose. Un sujet complexe, on le sait. Oui, et souvent mal compris, voire tabou encore un peu. Exactement. Alors, on a pas mal de sources pour essayer d'y voir plus clair. Une BD d'Endo-France qui est super bien faite, leur fiche aussi des infos de l'Institut Pasteur, de la PHP. Un blog qui parle d'alimentation anti-inflammatoire, une note du ministère de la Santé et même un TikTok, un témoignage assez fort, Ah oui, le témoignage perso, ça apporte une autre dimension. carrément. Notre but, c'est de synthétiser tout ça. C'est quoi l'endométriose au juste? Comment ça se manifeste? Pourquoi c'est si long à diagnostiquer? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Bonne approche. Alors, pour commencer, simple. L'endométriose, c'est une maladie inflammatoire Et chronique. chronique. Ok. En gros, il y a du tissu qui ressemble à l'endomètre, la muqueuse de l'utérus, quoi, Oui. mais qui pousse en dehors de l'utérus. Ça peut être sur les ovaires, les trompes, la vessie, l'intestin. Ah oui, un peu partout dans le ventre en fait, voire plus rarement ailleurs, poumon, diaphragme, c'est plus exceptionnel mais ça arrive. Et point important, ce n'est absolument pas contagieux. Non, bien sûr. Et ce qui est frappant, c'est la fréquence. Une personne menstruée sur 10, c'est C'est énorme. toutes les sources concordent là-dessus. Oui, et le témoignage TikTok le disait bien, c'est tellement, tellement plus que de simples règles douloureuses. Ah ça, cette idée reçue, elle a la vie dure et elle fait du mal. Parce que les symptômes, c'est très varié. Oui. Il y a les douleurs pelviennes chroniques, oui, c'est le symptôme principal pour 70% des cas. Des douleurs qui peuvent être vraiment invalidantes. Mhm. Mais aussi des douleurs plus ciblées. Pendant les règles, l'ovulation, pendant les rapports sexuels, on appelle ça la dysparonie. D'accord. Ou même pour uriner, pour aller à la selle. Des troubles digestifs urinaires aussi, très fréquents. Et puis cette fatigue, une fatigue chronique qui pèse lourd. Et l'infertilité, on en parle aussi beaucoup. Oui, 30 à 50% des femmes atteintes sont concernées. Parfois, c'est d'ailleurs comme ça qu'on découvre la maladie, lors d'un bilan d'infertilité. Le chaque, j'imagine. Le TikTok parlait de handicap invisible. Ça résume bien, non? L'impact sur le quotidien, le boulot, les études, le moral. Tout à fait. Un impact majeur sur la qualité de vie. Et il faut savoir aussi, même si c'est plus rare, qu'il y a des formes sans symptômes. Ah bon? Comment on les découvre alors? Souvent par hasard, lors d'une chirurgie pour autre chose, ou justement lors d'un bilan d'infertilité. D'accord. Toute cette complexité, ça se retrouve dans les causes, j'imagine? On sait d'où ça vient? Eh bien, pas vraiment. C'est là que ça se corse un peu. Toutes les sources sont claires, les causes exactes, on ne les connaît pas. C'est complexe et multifactoriel. La théorie qu'on entend le plus, c'est le reflux menstruel, non? Le sang qui remonte par les trompes. Oui, c'est la plus ancienne, la plus citée, mais comme tu disais, ça peut pas être la seule explication. Pourquoi? Parce que ce reflux, il est très fréquent chez beaucoup de femmes qui, elles, ne développent jamais d'endométriose. Donc il y a forcément autre chose. Ok. Quoi d'autre alors? On explore plusieurs pistes. Il y a des facteurs génétiques, une prédisposition familiale semble exister dans pas mal de cas, peut-être la moitié. Ah oui, quand même, une réponse du système immunitaire qui serait différente, anormale. Le rôle des hormones, évidemment. L'environnement aussi, on parle beaucoup des perturbateurs endocriniens. Mhm. Et puis, des théories plus biologiques. La métaplasie, des cellules qui se transforment, ou même une origine pendant le développement de l'embryon. Probablement un mélange de tout ça, en fait. Ce flou, ça doit pas aider pour le diagnostic. Et ce chiffre qui revient partout, 7 ans. 7 ans en moyenne entre les premiers symptômes et le diagnostic. C'est énorme. C'est terrible, ces temps d'errance de douleurs non expliquées. Le diagnostic, classiquement, ça commence par un bon examen clinique, une écoute attentive des symptômes et une échographie pelvienne. Première intention, ça. Oui. Ensuite, souvent, une IRM pelvienne pour mieux voir l'étendue, surtout si on pense à une chirurgie. Et parfois, si l'imagerie est normale, mais que les symptômes persistent, on peut faire une coléoscopie, une petite chirurgie pour voir directement à l'intérieur. Mais il y a du nouveau là-dessus, non? Ce test salivaire, l'endotest? Ah oui, l'endotest, c'est une piste prometteuse basée sur l'analyse de micro-RN ELIA. Il est en cours d'évaluation de déploiement progressif en France. Pourrait réduire le délai? C'est l'objectif, oui. L'utiliser en troisième intention pour les cas complexes et réduire ses 7 ans. Ça fait partie de la stratégie nationale contre l'endométriose, qui veut aussi créer des filières de soins dédiées, plus rapides. Ok, c'est encourageant, mais une fois qu'on a le diagnostic, on guérit? Alors, non. Il faut être très clair là-dessus. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui guérit l'endométriose. Le but, c'est de gérer les symptômes.
soulager la douleur, améliorer la qualité de vie. Et ça se fait pas tout seul, j'imagine. Non, c'est vraiment une prise en charge d'équipe multidisciplinaire comme le disent EndoFrance et la PHP. Il faut un gynéco, bien sûr, mais aussi parfois un chirurgien, digestif ou urologue si ses organes sont touchés, un radiologue, un spécialiste de la douleur, de la fertilité, un psychologue, un kiné, une nutritionniste. Tout un réseau. Et concrètement, les traitements, d'abord le médical, les anti-inflammatoires, les antidouleurs classiques, et surtout les traitements hormonaux. L'idée, c'est de bloquer les règles pour stopper l'inflammation. Pilules en continu, progestatifs, il y a aussi des injections, non? Les analogues de la GnRH, oui, mais c'est plus l'humour, ça a créé une ménopause artificielle temporaire, donc on les utilise avec précaution et souvent sur des durées limitées. Et la chirurgie? Elle est réservée aux formes plus sévères, ou qui résistent aux médicaments, ou s'il y a un projet de grossesse et que l'endo bloque la fertilité. C'est souvent une chirurgie complexe, qui doit être faite dans des centres experts. On essaye d'être conservateur, d'enlever juste les lésions, les kystes. Et pour la fertilité? Si ça coince? L'aide médicale à la procréation, la PMA. Surtout la fécondation in vitro, la FIV. Et on peut aussi proposer de préserver des ovocytes avant une chirurgie ou si la réserve ovarienne baisse. Ok. Et en dehors de tout ça, le blog parlait d'alimentation. Ça aide vraiment? Ça peut aider, oui. C'est une approche complémentaire. L'idée, c'est d'adopter une alimentation anti-inflammatoire. C'est-à-dire? Essayer de limiter ce qui peut favoriser l'inflammation. Donc moins de gluten, de produits laitiers, de sucre raffiné, de mauvaises graisses, d'alcool, de caféine. Certains disent aussi de faire attention au soja, au lin, parce qu'ils contiennent des phytoestrogènes. Mais c'est à voir au cas par cas. Et on mange quoi alors? On favorise les légumes verts, surtout cuits, les poissons gras pour les oméga 3, les bonnes huiles comme colza, lin, noix, les épices comme le curcuma, le gingembre, les aliments fermentés pour le microbiote, le bio, le fait maison, bien boire de l'eau, c'est un ensemble. Et d'autres trucs? Bouger un peu? Gérer le stress? Exactement. Une activité physique douce et adaptée, ça fait du bien. La gestion du stress, c'est clé. La chaleur locale sur le ventre, ça soulage souvent. Un soutien psychologique aussi, c'est important. C'est vraiment global. Heureusement qu'il y a des associations comme EndoFrance pour informer et soutenir. Oui, elles font un travail essentiel. La recherche avance aussi. Il y a des cohortes de patientes comme Comparé, des centres spécialisés. Ça bouge. Bon, alors, si on résume tout ça, l'endométriose, c'est pas juste mal aux règles. C'est une vraie maladie, complexe, inflammatoire, qui touche plein d'aspects de la vie. Une maladie longtemps restée invisible et qui demande une approche vraiment sur mesure et surtout beaucoup d'écoute. Oui, l'écoute. Et ce qui est vraiment interpellant, je trouve, c'est ce décalage. Une maladie si fréquente, 1 personne sur 10, on le redit, et pourtant ce diagnostic qui prend des années. Oui, c'est fou. Alors, au-delà des avancées médicales, des tests, des stratégies nationales, qui sont importantes, la question qu'on pourrait se poser, c'est peut-être comment nous tous, collectivement, on peut améliorer notre écoute, mieux entendre, mieux reconnaître cette souffrance, exprimée plus tôt, pour que l'errance médicale devienne enfin un vrai accompagnement dès le début.